Journal de 6h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Effroi à Tourcoing avec 3 fusillades la semaine dernière sur fond de trafic de drogue. Au total, 4 blessés. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau passe à l'offensive. La CRS 8 spécialisée dans le maintien de l'ordre a été déployée lundi en renfort. Objectif, gêner délinquants et trafiquants, mais aussi rassurer les habitants qui dénoncent Maximilien Carlier, insécurité et nuisance. Du bitume calciné sur la chaussée, devant ce lycée rue des Piats, des traces de pneus et des riverains désabusés comme Marie-Ange et Jean-Paul. Le soir, je sors pas. Moi, j'ai 74 ans, monsieur. Je vais vous dire, j'ai peur. Même quand je sors ma voiture, j'ai peur. J'ai peur de rouler en voiture. On entend souvent le soir les rodéos, les jeunes qui crient, pétard jusqu'à 3h du matin. Ils brûlaient des voitures, on appelait les pompiers et tout ça, mais bon, ça bougeait pas beaucoup. Une pétition en ligne a même été lancée contre l'insécurité et les nuisances. Des rassemblements de jeunes ciblés par le voisinage, explique Thomas. Ils sont là dans la rue et pour eux, la rue leur appartient. Une présence policière plus souvent, ça serait mieux pour le quartier, c'est sûr, pour que les riverains puissent dormir et que ça redevienne calme. Et suite aux 3 fusillades ces derniers jours, la CRS 8 déployée, spécialisée dans le maintien de l'ordre. 48 heures de présence minimum. Des habitants qui espèrent désormais retrouver un quartier plus apaisé. À Tourcoing, Maximilien Carlier, Europe 1. Nouveau règlement de compte également à Marseille sur fond de trafic de stupéfiants. Un homme de 24 ans tué par balle dans la nuit de lundi à mardi. Il a été retrouvé sur le trottoir d'une cité du 15e arrondissement, touché au thorax. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Toujours à Marseille, une voiture de police a été percutée de plein fouet dans les quartiers nord après un refus d'obtempérer. Des policiers qui ont ensuite été visés par des jets de projectiles. 2 d'entre eux ont été blessés. Les forces de l'ordre se retrouvent attaquées, insultées et méprisées à défaut d'être secourues, dénonce la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal. Elle se dit choquée par ces images. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, réclame plus de fermeté. Et défend son projet de révolution pénale. Sur la table, 10 propositions pour réformer le système judiciaire avec des sanctions rapides, utiles et effectives. Objectif, en finir avec l'idée que la justice est trop laxiste, Arthur Delaborde. Réintroduire du bon sens dans le fonctionnement de la justice, c'est la volonté de Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux prévoit notamment de réformer la peine avec sursis pour la transformer en avertissement réservé uniquement aux personnes ayant un casier vierge. Ça manque parfois de bon sens dans le fonctionnement classique, en matière civile comme en matière pénale. Que des gens puissent avoir plusieurs sursis d'affilée, c'est le contraire du mot sursis. Le sursis, c'est un carton jaune, comme dans le football. Et au bout de 2 cartons jaunes, on va avoir un carton rouge. Si on multiplie des cartons jaunes, on n'est plus très crédible. Gérald Darmanin l'assure, les juges ne sont pas laxistes, mais le système l'est devenu. Il relève qu'il n'y a jamais eu autant de peines de prison prononcées, 93 000 l'année dernière. Mais selon le ministre de la Justice, 1 sur 2 n'est jamais effectuée car aménagée. Il veut donc que le juge d'application des peines ne puisse plus modifier la peine décidée par le tribunal. Gérald Darmanin prévoit aussi de rétablir les courtes peines, moins d'1 mois de prison, qui avaient été supprimées en 2019 par Nicole Belloubet. Arthur Delaborde pour Europe 1 et ce projet de loi sera présenté à la rentrée en Conseil des ministres. Un 5e corps retrouvé dans les décombres d'un gîte incendié lundi en Charente. Il accueillait des personnes en situation de handicap. Parmi les victimes, la propriétaire de cet établissement décédée alors qu'elle tentait de sauver les résidents. Les causes de l'incendie sont encore indéterminées. Une enquête a été ouverte. J-2 avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains. Et la promesse de l'Union européenne d'acheter en 3 ans aux États-Unis pour 750 milliards de dollars d'hydrocarbures, une somme pharaonique qui laisse songeur, Baptiste Morin. Aujourd'hui, l'Union européenne achète pour 60 milliards de dollars de pétrole, de gaz et de charbon aux États-Unis sur 1 an. Passer à 750 milliards de dollars d'achat sur 3 ans reviendrait donc à acheter pour 250 milliards de dollars d'hydrocarbures américains par an, soit un quadruplement du rythme actuel. Pour Thierry Brosse, professeur à Sciences Po et expert énergie, cela signifie s'engager sur de très nombreuses années. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait signer pour des contrats de long terme de gaz naturel liquéfié et dire on rapporte tous les revenus financiers aujourd'hui. Avec un risque de devenir dépendant des hydrocarbures américains, car les États-Unis sont déjà notre principal fournisseur. Le pétrole américain représente 17% des importations européennes de pétrole, le gaz
14%. Après avoir payé cher la dépendance à la Russie, l'Europe pourrait donc refaire la même erreur. Nous étions dépendants à 40% du gaz russe et si on suit cette piste, on sera dépendant à 40% du gaz américain. Donc c'est pas forcément la solution idéale. Une mauvaise nouvelle aussi pour la facture des consommateurs car le gaz naturel liquéfié américain coûte plus cher. Baptiste Morin pour Europe 1 et les filières concernées par les futurs droits de douane seront reçus cet après-midi à Bercy. 2 objectifs, évoquer les conséquences de l'accord et la suite des négociations sur les modalités d'application. Les discussions doivent être réajustées, prévient le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Alors comment la France peut-elle riposter à ce rouleau compresseur américain ? Les entreprises vont-elles devoir rogner sur leurs marges ou bien augmenter leurs prix ? Nous poserons la question au président de la Commission internationale de la CPME, Franck Schwann, invité à Bercy aujourd'hui. Il fait un arrêt par le studio d'Europe 1 juste avant. Après l'Allemagne lundi et l'Angleterre hier, la France s'apprête à larguer à compter de vendredi 40 tonnes d'aide humanitaire à Gaza, une pratique déjà utilisée en avril dernier pour fournir médicaments et nourriture. L'Hexagone travaille aussi à des acheminements par voie terrestre et en attendant, les ministres français, allemands et britanniques des Affaires étrangères se rendront probablement la semaine prochaine en Israël. Ils demanderont là aussi davantage d'aide humanitaire. Après la France, le Royaume-Uni reconnaîtra en septembre sous condition un État palestinien. Oui, sauf si Israël prend d'ici là des engagements comme celui de mettre en place un cessez-le-feu, a fait savoir le Premier ministre britannique, une décision rejetée par l'État hébreu qui pointe du doigt une reconnaissance pour le Hamas et une entrave aux efforts déployés pour parvenir justement à un cessez-le-feu. L'initiative est en revanche saluée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La reconnaissance d'un État palestinien par la France redonne une lueur d'espoir aux familles des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers. Un attentat qui avait fait 6 morts et 22 blessés. C'était le 9 août 82. Depuis, au moins 3 suspects courent toujours dans la nature. Parmi eux, un individu localisé à Ramallah, en Palestine. Alors, si aucune procédure d'extradition n'a jusque-là été enclenchée, la reconnaissance par la France d'un État palestinien pourrait rebattre les cartes. Jean-Baptiste Marty. Voilà 10 ans que l'homme suspecté à minima d'avoir fourni les armes et visé par un mandat d'arrêt international est clairement identifié. Yohann Tayeb, président du comité de soutien aux victimes du restaurant Goldenberg. L'individu qui est dans les territoires palestiniens, il est plus connu sous le nom d'Hicham Harb. Il est recherché depuis 2015. Il n'a jamais été inquiété par la justice palestinienne et il vit une paisible retraite à Ramallah. Mais voilà, le gouvernement français fait la sourde oreille malgré les multiples demandes depuis 2018 de la part des familles des victimes. Le motif est bien l'État palestinien n'est pas reconnu. Aucune demande d'extradition ne peut être formulée. Pour Yohann Tayeb, si l'Élysée reconnaît cet État comme annoncé, une des conditions doit être l'arrestation de ce suspect. La diplomatie française ne peut plus se cacher. Il faut absolument que le président Macron, que le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot prennent leurs responsabilités et obtiennent coûte que coûte l'extradition de ce suspect avant l'ouverture du procès. Parmi les victimes de cet attentat, 2 Américaines. Si l'inaction du gouvernement français se poursuit, Yohann Tayeb envisage de solliciter Donald Trump pour enfin obtenir cette extradition. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1 et à noter que le parquet national antiterroriste a requis un procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Pour l'heure, 2 suspects récemment extradés en France devront comparaître. Un nouvel acte antisémite à Toulouse. Tuer tous les juifs, c'est l'inscription retrouvée sur un mur de la ville, un acte condamné fermement par la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga. Elle dénonce un appel au meurtre, une haine brutale, assumée et banalisée. De son côté, le Conseil constitutionnel valide la loi contre l'antisémitisme à l'université. Mais le Conseil constitutionnel qui avait été saisi par des députés La France Insoumise, il pointait du doigt une liste trop floue et trop large de faits passibles d'une sanction, des dispositions suffisamment précises, rétorque le Conseil constitutionnel. Une victoire pour la République, estime le ministre chargé de l'enseignement supérieur, Philippe Baptiste. Coup de froid sur la Méditerranée. Où les températures ne dépassent pas depuis le début de semaine les 16 degrés, et cela alors que la température de l'eau était le mois dernier en surchauffe. C'est du jamais vu à cette période, Alexis Bourdon, et ça ne ravit pas les frileux. Oui, habituellement, le thermomètre affiche 23 à 24 degrés dans la mer Méditerranée. Ce rafraîchissement est causé par l'effet d'upwelling que l'on peut littéralement traduire par remontée d'eau. Un phénomène qui s'explique par un vent puissant selon Paul Marquis, météorologue indépendant. Le Mistral, ça fait remonter les eaux profondes qui sont froides à la surface et ça fait repousser les eaux chaudes de surface au large. Avec ce phénomène, on peut perdre parfois jusqu'à 10 degrés en seulement 72 heures. Et tant que le vent, du coup, continue à souffler, la mer aura beaucoup
beaucoup de mal à se réchauffer. Si cette fraîcheur ne fait pas les affaires des touristes les plus frileux, la baisse soudaine de la température profite au milieu marin. Il faut rappeler que fin juin, début juillet, on avait près de 29 degrés en mer, donc c'était aussi un record. La faune et la flore marine a beaucoup souffert de cette canicule marine, donc là actuellement avoir 15 degrés c'est beaucoup mieux. Avec ces températures anormalement basses, la mer Méditerranée est pour le moment plus froide que la Manche et selon les dernières prévisions, cette tendance pourrait durer encore une dizaine de jours. Alexis Bourdon pour Europe 1 et puis on termine avec du sport et d'abord cette qualification tôt ce matin du quadruple champion olympique Léon Marchand qui s'est donc qualifié pour les demi-finales cet après-midi du 200 mètres 4 nages. C'est sa première grande compétition depuis les Jeux olympiques de l'été dernier, c'est à Singapour. Et puis côté cyclisme, pause bien méritée pour Tadej Pogačar qui va sécher le Tour d'Espagne. Le Slovène reprendra la compétition en septembre pour les Grands Prix de Québec et Montréal. Merci Margot Siffer pour votre journal 6h40.